Donc vous êtes bien à la session cloud, vous l'avez choisi âme et conscience, avec votre âme et conscience. Bienvenue à cette session de cloud. Donc on peut y aller, c'est bon? Donc cette session, hein, pour votre information, elle est enregistrée, donc elle sera après diffusée au niveau des différents réseaux sociaux et des supports de communication en général que vous connaissez à travers le Zoom. Donc j'ai envie de vous dire bienvenue à cette session à vous, chers participants, et bienvenue aussi à vous, chers invités. Avant de vous passer la parole, permettez-moi une petite introduction sur le sujet du jour. Bon, le monde s'est teamifié ou zoomifié, vous l'avez compris. Ces deux outils, Zoom et Teams, sont devenus un élément essentiel de notre quotidien depuis, hélas, l'arrivée de la Covid-19. Ces éditeurs auraient été dans l'incapacité d'encaisser l'évolution sans précédent d'audience sur leur plateforme, sans l'infrastructure flexible fournie par les providers du cloud. Partant de ce constat, les experts pensent que la Covid a trouvé sa moitié dans le digital à travers le cloud. Sans le cloud, point de salut. Sans le cloud, pas ou très peu de visio. Sans le cloud, pas de travail collaboratif, par exemple. Mais nous n'assistons pas aujourd'hui à un engouement des DSI pour le cloud. Il y en a qui disent que le cloud n'est que nuage. D'autres pensent que le self-service en infrastructure et en application est la règle. Et certains sont entre les deux à chercher le bon cloud pour la bonne utilisation. D'autres questionnent la résilience plébiscitée par les providers du cloud qui ne tiendrait finalement qu'à un fil, la fibre optique qui relie les deux parties. De plus, cette résilience est même remise en cause quand le provider lui-même n'arrive pas à se l'assurer, des pannes qui passent comme des catastrophes naturelles dans le 20h du monde. Sans parler de la question de la souveraineté, on va en parler tout à l'heure, qui pour certains est incompatible avec la flexibilité du cloud. Bon, pour adresser ces questions, vous l'avez compris, j'ai l'immense plaisir d'accueillir des invités de renom, M. Wassim Larossi, directeur de développement de Inouï, M. Omar Al-Hababi, partenaire en digital de Deloitte, et M. Salim El-Khou, fondateur et président de l'entreprise ONA, O2NA. On peut dire que c'est juste le moteur d'information interne de certaines grosses entreprises que pas mal connaissent. Donc je vous propose de commencer par une première prise de parole, une petite minute, juste pour donner un peu votre avis par rapport à cette petite introduction que j'ai faite et aussi sur le choix de ce sujet aujourd'hui au sein des assises. Donc je commence par toi, Wassim. Merci, merci Amine. Donc effectivement, je devrais te remercier de m'avoir donné cette occasion et remercier l'OSIM aussi pour pouvoir échanger avec cette éminente audience. C'est un sujet passionnant, d'autant plus qu'on a observé depuis une dizaine d'années maintenant l'évolution du sujet qui n'est plus l'objet, on ne parle plus du cloud comme possibilité ou comme finalité, on va dire justifiée, pertinente ou pas. On est là pour, et on va le voir tout à l'heure, pour parler des questions sur comment réussir sa journey to the cloud, quels sont les éléments à prendre en compte ou à éviter. Et je trouve que c'est très bien. C'est très bien qu'on en soit là aujourd'hui. Bien. Si Omar. Bonjour à tous, merci Amine pour cette occasion. Un sujet d'actualité qui fait de plus en plus sens dans nos environnements, dans les entreprises, un accélérateur d'innovation. Et on a la preuve, je pense, juste à côté de moi, parce que c'est un vrai accélérateur d'innovation pour les entreprises, un vrai accélérateur de croissance, et on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Donc heureusement qu'on puisse en parler ici, et c'est bien l'occasion pour ça. Merci. Moi, Salim, choix du sujet. On m'a pas donné le choix. Merci Amine, merci à l'équipe aussi de me recevoir ici pour m'aider à m'intégrer dans l'écosystème digital marocain. Oui, le cloud, c'est une infrastructure nécessaire pour le monde digital. C'est sûr que j'aimerais qu'on passe à un niveau où on n'en parle plus parce que c'est normal, tu vois. Je pense qu'on est là pour en parler aujourd'hui.
Bien. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure par rapport à Salim, you can switch in English whenever you want. I know that you are between New York and Barcelona, so feel free to use both languages. Il y aura du franglais, c'est sûr. Super, thank you Salim. Très bien, écoutez, la première question que j'ai envie de vous dire, avant de rentrer encore plus par rapport à qu'est-ce qui bloque pour y aller, un petit rappel, j'ai envie de vous dire pour toi, Siwassim et Omar, encore un petit rappel rapide sur les avantages d'aller dans le cloud et les opportunités qui sont offertes à ceux qui osent un peu toucher cette porte du nuage. C'est pas si nuageux que ça finalement. Siwassim. Non, c'est pas nuageux du tout. Effectivement, il y a les avantages basiques, on va dire, qui sont dans l'essence même du cloud, qui est la mutualisation. Donc, on a recours au cloud, qu'il soit au niveau infrastructure ou applicatif, essentiellement parce qu'on a recours à des ressources qui sont mutualisées. Et donc, le TCO pour les entreprises auxquelles nous proposons ce type de service aujourd'hui, il s'en voit amélioré, bien sûr. Et une deuxième amélioration qui est également intrinsèque au cloud, qui est le niveau de résilience. Tu as parlé tout à l'heure de résilience dans l'introduction. Effectivement, on a beau être l'expert des data centers, en construire un, on apprend toujours que c'est un métier et que le cloud est également, enfin en tout cas la gestion de l'infrastructure est également un métier qui évolue à une vitesse extraordinaire. Et donc quand on confie ces workloads à un cloud qui soit mutualisé ou un cloud managé, on confie ces processus critiques à des sachants et on confie également à un environnement qui est construit pour être avec une très haute résilience, que ce soit en termes de connectivité, en termes de redondance, en termes de sécurité, on peut en parler tout à l'heure peut-être. Et puis, troisièmement, effectivement, c'est le rôle d'accélérateur, puisque je pense que Salim en parlera peut-être mieux que moi, mais le coût d'entrée dans un projet, le coût vraiment on va dire le minimum viable devient quasiment nul, et donc on peut commencer et croître. C'est la fameuse scalabilité de la gestion des workloads sur le cloud. Voilà un peu les trois éléments les plus importants qui sont venus avec le cloud. Merci Omar. Je pense que le cloud aujourd'hui rentre clairement dans une logique, il est intrinsèque à une transformation digitale réussie et accélérée. Après, on peut faire de la transformation digitale sans, bien évidemment, faire du cloud. Après, c'est à quel temps, à quelle échéance. On est dans un moment où la rapidité, le time to market, nous oblige à aller vite et à aller très rapidement, à sortir des nouvelles idées, à innover en termes d'operating model, à aller chercher de nouveaux marchés. À travers du cloud, on est en capacité d'adresser un marché international beaucoup plus simplement que ce qu'on pouvait le faire auparavant, ou même en investissant sur des infrastructures. Les infrastructures sont lourdes et on ne peut pas aller investir autant qu'investissent des grosses structures. On a ici évidemment Inouï, les hyperscalers qui pendant toute la période de pandémie où tout était à l'arrêt, je dirais, ils ont investi 140 milliards de dollars d'investissement autour des nouvelles infrastructures, de nouveaux modèles. Donc c'est un vrai accélérateur parce qu'on a des solutions qui sont prêtes à l'emploi, on a des templates qui nous permettent d'aller très vite et tester, parce qu'on peut se dire en termes d'investissement, j'ai envie de tester, d'aller sur un nouveau marché, j'ai envie d'aller innover, mais à quel coût? Parce que le coût derrière peut être un frein en se disant je veux investir, mais il me faut une telle infrastructure pour aller de l'avant. Mais en faisant du test and learn ou des proof of concept à partir d'un usage autour du cloud, permet de simplifier et surtout de se dire est-ce que j'ai besoin d'y aller un peu plus loin, est-ce que je peux scaler ou est-ce que je m'arrête, et surtout profiter des échecs qu'on peut avoir aussi à travers le cloud. Donc c'est un vrai enabler, un vrai catalyseur et qui accélère aussi je dirais le time to market. Quelques chiffres qu'on a pu voir aussi dans le cadre de certaines études. La croissance des entreprises qui ont investi dans une logique de cloud croissent 2 fois plus vite que des sociétés qui n'ont pas forcément investi. Ça, c'est des éléments concrets à travers des études, à travers des chiffres. Et ça démontre réellement comment est-ce que
des entreprises qui vont aller investir dans ces technologies-là vont pouvoir accélérer rapidement leur croissance parce qu'ils vont faire un focus sur leur industrie et ils laissent d'autres qui sont beaucoup plus spécialisés et qui vont gérer leur infrastructure, qui vont gérer leur software et qui vont leur permettre d'aller plus vite, le gérer à leur place et se focaliser sur le marché, sur leur segment et sur l'innovation de nouveaux modèles opérationnels pour l'entreprise. Et je pense qu'on a des cas concrets dont on aura l'occasion de discuter avec Céline. Merci, c'est Omar. Je rajouterai un autre avis d'expert. On l'a entendu tous à la plénière de ce matin, l'expert Gartner, qui disait que le cloud est une innovation business et plus une innovation technologique. Du coup, peut-être, effectivement, on peut passer la parole à Salim. Comment qualifierez-vous, en fait, tout simplement, votre expérience sur le cloud ? Là, vous pouvez y aller entre les avantages, effectivement, j'aimerais bien avoir votre avis sur innovation business, est-ce que c'est vrai, par rapport, et confirmer peut-être les avantages qu'ont donné Omar et Wassim, et peut-être, effectivement, déjà commencer à aborder les difficultés et les limites, éventuellement, qu'on pourrait rencontrer lorsqu'on va dans le cloud. D'accord. Donc, je raconte volontiers mon expérience avec ONA. Donc, déjà, ONA, c'est une compagnie c'est un moteur de recherche parce qu'il y a tellement de systèmes cloud qu'on n'arrive plus à trouver l'information à l'interne dans une entreprise. Donc, on a comme clients des compagnies comme Apple, Facebook, Oracle, Spotify, Netflix. Donc, presque toutes les boîtes de tech utilisent notre moteur de recherche. Et donc, on traite beaucoup d'informations pour rendre cette information cherchable. Et on utilise beaucoup d'intelligence artificielle pour catégoriser cette information. Donc, s'il n'y avait pas le cloud, déjà, on ne pourrait pas commencer, on ne pourrait pas avoir l'infrastructure pour commencer. Et d'autant plus, on se connecte à des systèmes cloud. Donc, notre existence est justifiée par l'écosystème cloud. Donc, voilà. Donc, déjà, on existe pour ça. Deuxièmement, dès qu'on a fait Go au début, tu vois, on scale on évolue très facilement avec le cloud. Et donc, il n'y aurait aucun cas où on aurait pu faire notre propre data center et faire la même chose. Donc, c'est hors de désolé, les mots en anglais et français qui se mixent. Donc, à la fin, donc, on se concentre sur la valeur ajoutée, donc ce qu'on apporte aux clients. On ne se concentre pas sur la gestion de data center qui est très dur par expérience aussi. Donc voilà, on se concentre sur tout ce qui est intelligence artificielle, sur tout ce qui est traitement de données, sur tout ce qui est démarche, toute l'expérience pour les clients, mais pas sur l'infrastructure. Donc ça, c'est les avantages. Les inconvénients, avec des clients de taille comme ça, tout le monde veut le choix de son cloud provider. Et les cloud providers, c'est difficile quand on te donne tous les outils nécessaires de switcher, de changer d'un cloud provider à l'autre. Donc, il faut vraiment investir beaucoup pour pouvoir pour bouger. Et quand on ne peut pas bouger, on doit avoir plusieurs infrastructures cloud, on a besoin de beaucoup plus d'équipes. Et c'est ça le deuxième problème, c'est que les compétences pour gérer des systèmes comme ça sont très dures à trouver. Et c'est très compétitif aux États-Unis, c'est partout dans le monde. Donc ça, c'est l'un des plus gros problèmes, c'est trouver les bonnes personnes avec les bonnes compétences. Et un dernier, disons pas problème, mais à la fin, on utilise beaucoup cette infrastructure, donc ça coûte beaucoup. C'est pas donné, mais ça reste toujours beaucoup plus intéressant que si on faisait ça à l'interne. Et comme a dit Omar, on ne pourrait pas grandir de la vitesse avec laquelle on grandit si on n'avait pas ces outils. Donc, ouais. Ok, merci du coup. Donc j'ai envie de dire, donc là c'est un cas clairement, c'est l'innovation de business clairement. Donc c'est le business qui a drivé un peu. Donc le cloud, ça devient juste une nécessité pour lancer le business, mais n'empêche que effectivement il y a déjà des difficultés. Cette dépendance éventuellement à ce provider, le pouvoir de le changer, elle est pas simple. Donc je pense qu'on est d'accord sur les avantages clairement
qui sont données, qui sont proposées, on va dire, par cette technologie du cloud. Bah, la question peut-être pour Wassim et Omar, c'est finalement, pourquoi au Maroc, est-ce qu'il y a des freins au développement de cette technologie au Maroc? On n'entend pas beaucoup, on continue à en parler, ce n'est pas la première fois qu'on parle du cloud aujourd'hui, on en a déjà parlé, et pourtant il n'y a pas cet engouement aujourd'hui sur le cloud au Maroc. Est-ce qu'il y a des freins? Voici. On n'est pas devant un rythme qu'on aurait souhaité voir. Effectivement, comme on a dit tout à l'heure en introduction, on aimerait bien être à un momentum où on ne parle plus du sujet parce que c'est un outil comme un autre. Et je dirais qu'on n'est pas dans le bon rythme, éventuellement, non pas du cloud, mais de ce qui est la finalité réelle, qui est la digitalisation. Donc c'est l'accélération de la digitalisation qui va faire en sorte que cet outil, comme tous les autres, comme éventuellement le choix de développer des choses on-premise, vont s'accélérer. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui auprès de nos clients, on a plus d'une centaine de clients sur le cloud, je ne parle pas de l'hébergement dans les data centers, c'est des clients qui ont fait ce choix-là avec un cheminement qui est venu comme conséquence d'une accélération de la digitalisation à l'intérieur de ces entreprises et de ces acteurs publics. Donc à partir du moment où il y a un projet, un programme de digitalisation qui commence à prendre un rythme intéressant, le cloud s'impose comme la seule solution viable et pérenne. On ne peut pas continuer en tant qu'acteur privé ou public à effectivement construire le premier, le deuxième et le troisième data center, à investir régulièrement dans des machines qui ont une durée de vie et à être toujours sous le stress d'un bon dimensionnement alors qu'il y a un outil qui est juste la réponse à tout cela. Et donc j'ai envie de dire, un des éléments qui ralentissent le développement du cloud, c'est que voilà, on n'est pas encore au rythme de l'accélération digitale que nous souhaitons. Le deuxième élément qui fait peut-être aussi également hésiter les décideurs, nous-mêmes, dans ce métier-là, c'est les questions sur la classification des données, ou des systèmes d'information. Qu'est-ce que je peux externaliser de mon jardin, et que ce soit en privé, hébergé chez d'autres, ou que ce soit en cloud mutualisé, que ce soit en IaaS, en PaaS ou en SaaS, la même question s'impose. Si je sors ces workloads de chez moi, est-ce que j'ai le droit? Voilà. Donc c'est des questions effectivement qu'on va peut-être adresser tout à l'heure plus en détail, mais voilà, quand on a une bonne expérience dans une journée vers le cloud, je pense que ça devient réplicable et il n'y aura plus cette hésitation qui est aujourd'hui, on va dire, un frein quand même pour le développement du cloud. Très bien. Et Sirmal, qu'est-ce que vous pensez? J'entends qu'il n'y a pas encore peut-être ce sentiment d'urgence, parce que là, ce qui a été, lorsque une entreprise est acculée à aller dans le digital, c'est là où elle dit je pense au cloud. Donc il y a ce sentiment d'urgence qui n'est pas encore là. Et c'est ça qui provoquerait éventuellement d'aller sur le cloud. Quel est votre avis là-dessus? Il est clair aujourd'hui qu'il y a une perception par rapport à l'apport du digital versus la réalité. D'accord ? On a passé une période de la pandémie où, grâce au digital, certains business ont continué à tourner. Donc là, il y a eu prise de conscience, c'est important, j'investis, je mets des outils de collaboratif qui n'étaient absolument pas existants dans des grands groupes et des PME aussi. Donc il y a une accélération qui s'est induite grâce au Covid, et prise de conscience sur la nécessité de faire. La prise de conscience s'est un petit peu atténuée parce qu'il y avait des urgences, il y avait des retards, je dirais, business, qui ont pris le dessus sur la logique de digitalisation qui a suivi la pandémie. Puis on a suivi même une évolution de beaucoup d'études, beaucoup de consultations, beaucoup de est-ce que je fais de make or buy, est-ce que je vais sur le cloud, j'y vais pas. Et puis il y a encore un momentum qui s'est pas encore installé parce que, et je pense que ça rejoint ce que disait Wassim tout à l'heure, le cloud n'est pas une finalité en soi et n'est pas uniquement un sujet de technologie. D'accord ? On revient à l'essence même de pourquoi est-ce que je dois le faire. Donc on revient à un sujet de stratégie business. Je repose les fondamentaux. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quels sont mes challenges? Est-ce que moi, demain, entreprise, je suis dans une logique de réduction de coûts? Est-ce que j'ai une dette technique à résorber? Est-ce que je suis plus dans une logique d'hébergement, d'externalisation, et à ce moment-là, j'ai une journée différente? Est-ce que je suis vraiment dans une logique
d'accélération digitale à travers l'automatisation de process et comment je vais pouvoir réussir à le faire et à travers quoi et quelle technologie. Donc, et ce sont ces questions fondamentales aujourd'hui qui, je dirais, freinent un peu un certain nombre d'entreprises parce qu'on va voir, et les success stories là-dessus qu'on pourrait avoir sur le marché sont minimes parce que ça demande un certain, je dirais, de l'énergie au départ sur repenser ma stratégie business, repenser aussi mon organisation parce qu'en faisant un shift de digital, je change mes habitudes de travail. Je ne suis plus dans une logique de je fais des demandes, je processe, je fais pour les techniciens, je fais des specs et puis j'avance et puis je fais des projets à 12 mois, 14 mois, 18 mois. On est plutôt dans une logique d'accélération, donc il faut vraiment se doter des vraies capacités d'agilité qui permettent de faire mieux en mode DevOps, Scrum, l'agilité à mettre en œuvre. Et ça nécessite aussi des changements organisationnels en interne pour pouvoir vraiment aller dans une logique de digitalisation. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça ne prend pas? Ce n'est pas l'usage du cloud qui est peut-être un frein, mais c'est d'abord intrinsèque aux entreprises de s'ouvrir à de nouvelles méthodes de travail pour pouvoir derrière bénéficier de nouvelles technologies qui leur permettent d'accélérer beaucoup plus vite et d'aller un peu plus loin dans une vraie digitalisation d'entreprise. Et c'est vraiment les sujets aujourd'hui qui freinent les entreprises à y aller. Ça mettra un petit peu de temps. Je pense que et puis on en a parlé toute la journée. Ça va arriver. Tout le monde va le subir à un moment donné parce que c'est vraiment la trajectoire. Tous ceux qui veulent aujourd'hui veulent faire des changements de système de gestion ou autres. On a aujourd'hui l'ensemble des éditeurs du marché qui poussent forcément dans une logique de cloud native solution. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui forcément à un moment donné va arriver et il faudra se préparer et on en reparlera tout à l'heure dans la question de comment je travaille le move de cloud ou quel conseil on fera pour le move de cloud. Salim, votre avis sur ces freins. Là, on dit urgence, ils vont y aller. Omar, il dit il faut qu'on se pose la question sur le business model, les impacts sur l'organisation. Et un des éléments pour répondre à certaines pain points de l'organisation, ça va être le cloud. Un peu votre avis là-dessus? Je rejoins ce que dit Omar. Quel est l'objectif? Je pense que juste faire la transition au cloud n'est pas un objectif en soi-même, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce cloud? Moi, ce que je vois, c'est la tendance qui va rester le prochain cloud, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Et on voit beaucoup de cas d'usage qui sont déjà en place, tu vois, que ce soit en médecine, en assurance, en banque. C'est l'intelligence artificielle ou bien c'est un gros mot, tu vois, mais il y a vraiment des cas d'usage où on utilise de la machine learning pour arriver à ces objectifs. Et donc les différentes industries, quand ils pensent à comment intégrer l'intelligence artificielle dans ce qu'on fait pour devenir plus efficace, il y aura sûrement un passage par le cloud. Et je pense que c'est plutôt les questions qu'il faut se poser. Quel est l'objectif qu'on essaie d'achever. Donc, mais c'est juste que j'aimerais bien, tu vois, je suis fier de mon pays, comme on l'est tous, et j'aimerais bien. On a tout ici, on a toutes les compétences, quoi qu'elles soient ici au Maroc ou des Marocains qui sont à l'étranger. On a tous les ingrédients pour créer quelque chose de très beau. On a vu beaucoup de success stories dans plusieurs pays. Et je pense qu'on peut avoir la même chose ici, mais il faut vraiment penser à c'est quoi le présent et le futur, pas rester collé à des questions qu'on a déjà répondu, auxquelles on a déjà répondu partout dans le monde. Désolé si je... Non, c'est très bien, c'est super. Très bien, du coup, on va enchaîner sur cette question de, OK, j'ai une entreprise et elle veut aller vers le cloud. Comment on peut le conseiller? Je commence par toi, Wassim. Comment aller sur le move to cloud? Après, j'avais d'autres questions, c'est move out of the cloud, mais je pense que d'abord on y va. Et du coup, est-ce que tu en penses, Wassim? Comment y aller? Alors en général, chez Inuit, ce qu'on a comme expression de besoin de nos clients, c'est effectivement le projet.
souvent un questionnement entre une externalisation et une gestion on-prem. Et nous, on a l'habitude effectivement d'insister beaucoup sur le projet pour bien comprendre est-ce que le client, ce qu'il cherche, c'est d'abord une refonte de son parcours, est-ce que c'est effectivement le recours à une infrastructure qui puisse l'amener dans un business model qui est plus basé sur la partie prédictive, sur la partie analytique. Est-ce qu'il est en train réellement de se poser la question de digitaliser vraiment le end-to-end au niveau de son modèle opérationnel. Et on encourage effectivement le client à avoir à la fois une ambition importante et à commencer, c'est-à-dire à profiter de cette scalabilité tout en ayant bien sûr l'ambition business la plus large possible, mais à commencer par quelque chose. Et donc on commence par un use case qui soit bien délimité, bien étanche, on va dire, en termes de réalisation, pour avoir les premiers gains opérationnels vus par le business côté client. Donc ça, c'est le premier point. C'est bien de clarifier la différence entre le premier pas et la roadmap globale d'un point de vue business chez le client. La deuxième étape, c'est souvent cette question que j'ai soulevée tout à l'heure concernant la meilleure façon de faire cela. Est-ce que c'est au niveau d'un cloud privé, d'un cloud mutualisé, d'un cloud hybride, et d'un cloud souverain ou pas? Et là-dessus, il y a aujourd'hui un accompagnement nécessaire, une pédagogie nécessaire pour que tout le monde ose classifier ses données et ses systèmes, qu'on n'ait pas peur de quelque chose qui n'existe pas, d'une chimère qui nous bloquerait dans cette journée. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et puis après, les autres étapes, effectivement, c'est de prendre conscience que le move to cloud, il a une gestion différente d'un point de vue coût, d'un point de vue gouvernance à l'intérieur de l'entreprise, alors que tout un achat d'infrastructures privées passait forcément par un cheminement bien classique, je vais dire, entre le responsable d'infrastructure, les achats, etc. Ça dépend de la taille de la structure. Le cloud peut être commandable entre les mains des business units. Et donc, pour bien maîtriser ses coûts, etc., il y a aussi une gouvernance particulière à mettre en place. Et on sensibilise nos clients là-dessus. Et puis enfin, être sûr, quand on prend un package cloud, qu'il soit de l'infrastructure, avec du PaaS, avec du backup, avec du disaster recovery, etc., qu'on prenne en compte l'aspect sécurité, l'aspect cybersécurité et l'aspect redondance. Parce que même quand on dit que le cloud il est intrinsèquement porteur de redondance, il faut définir une architecture avec le client. Il faut lui proposer des solutions qui puissent avoir la bonne redondance, la bonne résilience qui répond réellement à l'architecture client. Et il en va de même pour la partie cybersécurité. Voilà. Et qu'est-ce que vous dites? Parce qu'on a parlé tout à l'heure des freins, et là, vous venez de parler de la partie souveraineté. Et est-ce que je peux sortir mes datas à l'extérieur? Là, on l'entend tout le temps, tous les clients. Quoi répondez-vous à ces clients-là? Parce qu'ils se freinent de eux-mêmes, ils se disent que j'ai peut-être des datas sensibles, alors que peut-être qu'ils n'ont pas, ces datas sensibles. Mais comment vous réagissez à ce type de phrase? Et comment, du coup, j'ai des datas sensibles, je veux aller vers le cloud, donc qu'est-ce que vous leur disiez? Nous pensons vraiment, de manière très transparente, qu'il n'y a aucun frein aujourd'hui là-dessus. Que ce soit pour la data, les données sensibles, que ce soit pour les systèmes d'information critiques ou le reste. D'abord, on est rarement gestionnaire d'un patrimoine exclusivement, on va dire, système d'information critique et données sensibles. Première chose. Deuxième chose, on a aujourd'hui au niveau du pays une offre de cloud souverain, que ce soit celle de Inuit ou d'autres confrères, qui peut apporter une réponse, une certaine réponse à une bonne partie des workloads qui concernent ces données sensibles. Donc, en termes d'externalisation, d'externalisation pour avoir l'agilité de gestion, d'externalisation pour avoir cette scalabilité dont on parle depuis tout à l'heure, il n'y a réellement aucun frein, mais il faut commencer par classifier ces données, commencer par définir la bonne réponse à chacun des projets, donc vraiment créer la journée sous forme de projets. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui les réponses, que ce soit en cloud privé, cloud hybride, cloud souverain ou cloud public, effectivement, chez les hyperscalers. On a aujourd'hui les réponses à tout projet d'accélération digitale. Super. Merci. Si Omar, donc la même question, un peu quel conseil, comment aidez-vous une entreprise qui veut aller vers le cloud?
Mais sachant qu'on va for the record, que pour tous ceux qui disent que j'ai de la data sensible, j'y vais pas, c'est pas la question. On a envie de leur dire, classifiez vos données et c'est bon. Il y aura pas, c'est pas un frein, parce que ça a été beaucoup dit, donc je me permets de le redire. Il y a pas, c'est pas la data sensible n'est pas un frein pour aller vers le cloud. Okay. Tu as raison, parce que les solutions aujourd'hui existent, mais on repose la question à son essence de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est le pourquoi. Tout simplement. C'est le pourquoi et c'est quelle vision je porte pendant mon entreprise sur les 3-4 prochaines années. C'est d'abord se poser vraiment les fondamentaux de ma vision d'entreprise, de ma vision marché, de quel segment. Est-ce que je suis plutôt dans une logique d'expérience client? Est-ce que je suis plutôt dans une logique de cost reduction? Est-ce que je suis plutôt dans une logique d'agilité? Est-ce que je suis dans une logique de growth? C'est tous ces éléments-là qu'il faut poser au début dans une vision stratégique pour vraiment poser les fondamentaux de toute la journée que je vais commencer. Parce que c'est une journée qui peut être longue, c'est une trajectoire à porter et se construit step by step. Et on ne peut pas se dire, ça y est, au bout de 6 mois, ça y est, je suis cloud native et toute mon entreprise est complètement digitalisée en 6 mois. Ce n'est pas vrai, ça c'est faux. Et ceux qui veulent vraiment accélérer trop vite peuvent des fois arriver à ne pas réussir leur trajectoire. Donc vraiment, prendre le temps de vraiment poser cette vision-là et surtout, par la suite, commencer avec des use cases concrets, logiques. Est-ce que je prends un certain nombre d'acteurs aujourd'hui travaillent sur des logiques de marketplace, d'autres sur du e-commerce. Certains vont sur une logique de je veux être présent sur des réseaux importants et je veux vraiment communiquer. C'est quelle stratégie je mets en place par rapport à ça et quel use case je vais mettre en place. Ensuite, il y a la logique de workforce and training. Devenir ou passer d'un modèle, je dirais, traditionnel à un modèle digitalisé, ça nécessite de l'acculturation. De l'acculturation d'entreprise et ça commence au niveau le plus haut et pas forcément au niveau le plus bas. Il faut que d'abord, au niveau de l'entreprise, on ait vraiment une conviction sur je veux ou je sais que le digital est un facteur d'accélération, je sais qu'il peut m'apporter et je veux aller là-dedans. Donc c'est cette vision-là qui est portée au plus haut, qui normalement un peu redescend et l'ensemble des cadres, je dirais, dirigeants d'une entreprise doit être acculturé à ce qui existe. Nous, on nous en parle souvent. Comment j'acculture ma direction générale pour que la notion de digitalisation et de cloud vienne sur la table des conseils d'administration, sur la table des comités de direction, que ce soit vraiment un sujet qui soit porté, parce que derrière vient la logique de compétences. Avec quelles compétences demain je peux évoluer vers le cloud et quel target operating model je mets en place. Est-ce que je suis dans une logique où, parce que là aujourd'hui on en parle beaucoup du cloud, mais certains prennent leur data center, l'hébergent quelque part et disent ok c'est bon, je suis cloud. Est-ce que c'est vraiment la trajectoire? Est-ce que c'est vraiment la vraie digitalisation? Est-ce que le vrai passage vers le cloud? Nous ne sommes pas convaincus de ça. Il faut faire une vraie trajectoire avec du refactoring des applications que vous avez aujourd'hui. Le plus dur, c'est et c'est pour ça que les startups aujourd'hui vont très vite parce qu'elles partent from scratch et elles sautent dans l'aventure du cloud et elles sont capables d'évoluer vite. Mais ceux qui ont une dette technique, ceux qui ont une dette technique relativement lourde, il y a une logique de refactoring qui est nécessaire pour passer sur ce qu'on appelle le cloud suitability. Ces applications-là, qu'est-ce que je vais en faire demain? Et ça peut les inscrire dans une trajectoire relativement. Donc il faut prendre le temps de ça et commencer par des choses qui sont plus simples vers des choses qui sont les plus complexes. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, c'est les méthodes de travail. Méthodes de travail extrêmement importantes à bien organiser au sein de l'entreprise pour pouvoir vraiment faire ce shift. Ce n'est pas uniquement une logique ou ce n'est pas l'affaire d'une DSI qui demain dit « Ok, j'ai besoin de switcher, j'ai besoin d'aller chez Inouï demain, je vais migrer mes serveurs, je regarde mes serveurs, je les transfère ou je prends mes applications et je les héberge ». Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Donc nous, aujourd'hui, on fait très attention avec nos clients de se dire repensons l'expérience, repensons votre operating model pour qu'on puisse être demain compliant avec la logique de scale et de growth. Et puis un dernier point, c'est bien repenser le business case. L'investissement
parce que la journée peut être importante, et vraiment se dire qu'est-ce que je suis en train de réaliser à travers ce move-là, et est-ce que les ROI à terme est bien ce que je cherche à obtenir. Les ROI peut être sur 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, des fois un peu plus, mais il faut accepter cette logique de passage parce qu'il y a de l'investissement qui est fait au départ et qui permettra par la suite d'avoir de la réduction de coûts. Et envisager une réduction de coûts rapide dans l'immédiat n'est pas forcément, peut être un obstacle par moment. On se dit, bah, finalement, tout l'investissement que je suis en train de mettre en place, bah, je vais juste m'équiper, je vais m'acheter des machines supplémentaires et je vais garder mon data center chez moi et puis ça va le faire. Là, on revient sur la logique de modèle et comment je fais évoluer cette architecture-là demain. C'est ce que disait Wassim tout à l'heure. La question d'architecture, elle est vraiment clé. Et les entreprises ont besoin de se faire, bien évidemment, accompagner par des sachants qui sont aujourd'hui capables de leur apporter à la fois de la vision d'architecture, de comment est-ce qu'on peut construire cette journée-là, à la fois des providers de solutions, mais aussi des gens qui les ont mis en place, qui ont mis en place cette architecture-là, qui ont mis en place ce transfert, parce que la compétence de ceux qui ont réalisé les projets n'est pas la même que ceux qui n'en ont pas fait. Donc c'est important de se faire bien accompagner sur cette logique-là et de bien teamer avec des providers et dans une logique de partnership, parce que le chemin est lent. Il ne suffit pas de se dire, ça y est, demain, une fois que j'ai basculé, c'est terminé. Ce n'est pas vrai. C'est basculé, je bascule, mais je continue d'entretenir une vraie relation de partnership avec mes providers, mes intégrateurs, pour que ça puisse rester maintenable dans le temps. Super. Donc, en fait, pour les entreprises qui disent je prends mon legacy, hop, et je le mets sur le data center, ce n'est pas une action automatique, j'entends bien. C'est une journey, donc là, tu l'as dit, Omar, et ça j'ai bien. Donc, on a l'habitude de parler des user journey. Bon, le cloud journey aussi, c'est une journée qu'on doit prendre le temps avec un partnership effectivement éventuel entre les providers et, on va dire, les sachants de la démarche, sachant qu'on a de l'autre côté les startups qui se lancent d'un coup. Du coup, peut-être par rapport à ce lancement, qu'est-ce que tu penses, Salim, un peu de ce chemin? Parce que là, on se dit le chemin est lent, on ne va pas y aller tout de suite, l'infrastructure d'abord peut-être, on ne va pas être tout de suite en mode SaaS parce que je n'ai pas forcément des cloud native applications. Donc, qu'est-ce que tu penses, tu entends ça, sachant que bon, toi, ton business, il est 100% cloud, quoi. Qu'est-ce que tu penses un peu de ces conseils? Vas-y. Précise un peu pour les entreprises actuelles pardon? Oui, allez-y. Ben oui, je trouve que ce sont de très bons conseils. J'aime bien ce que dit Omar, il faut avoir une vision de ce qu'on veut faire, peut-être plus que 4-5 ans, peut-être même à 10-20 ans et puis avoir plus de visibilité pour l'année qui vient ou les 2 années qui viennent. Mais je ne sais pas quoi d'autre te dire. Non, la question c'était, comment toi tu es parti par exemple au cloud? Est-ce que tu t'es posé autant de questions ou vu que tu as starté ton business un peu from scratch, tu t'es pas posé de questions, tu te dis bon c'est le cloud direct. Est-ce que tu t'es fait aussi accompagner, parce qu'ici au Maroc on accompagne. Il y a un certain accompagnement aussi du provider que des sachants. On y va doucement. Est-ce que, bon là où tu étais notamment, je sais que tu as lancé ça aux États-Unis, est-ce qu'il y a ce type d'accompagnement? La vérité, j'en ai parlé du début à mes équipes techniques, quand je leur ai dit est-ce qu'avec toute l'information qu'on va traiter, ça ne serait pas bien de penser à avoir nos propres data centers, et on m'a rigolé dessus. Tu vois, les équipes techniques, tu vois, ils savent ils connaissent les avantages du cloud, et voilà. Et j'ai eu une expérience avec la création d'un data center avec mon premier business, et c'est jour et nuit. Donc il y a pas, on s'est posé la question pendant 30 secondes, mais c'était cloud depuis le début. Et je pose une question, est-ce que, je sais que dans la littérature, il y a le move to the cloud et move out of the cloud. Je sais qu'on n'y est pas peut-être encore au Maroc, mais est-ce que toi tu entends parler des gens qui veulent sortir du cloud? Oui, donc notamment avec de très grandes compagnies tech, quand les informations deviennent très sensibles, quand ton concurrent c'est le cloud provider, tu vois, il y a
on essaie de créer ses propres clouds, même à cette taille-là, même en investissant des milliards de dollars. Parfois, on fait demi-tour. Et généralement, l'expérience que j'ai eue, c'est les équipes de sécurité, les CIOs, ils disent non, on va faire ça sur nos propres trucs. Et 2 ans plus tard, on revient sur le cloud, on revient sur la tendance actuelle. Donc, je dirais que c'est 100% des cas d'usage que j'ai vus. On essaye toujours de faire rentrer l'information chez soi et on réalise qu'on n'a pas le même investissement d'infrastructures que les autres qui font ça. Maintenant, il y a beaucoup plus d'outils qui aident les compagnies à avoir des private clouds. Donc disons avec AWS ou Google Cloud, on peut avoir des private clouds avec eux et on a beaucoup plus d'outils pour contrôler l'accès à l'information, la sécurité et tout ça. Donc je dirais qu'il y a beaucoup plus de développement en software pour trouver une solution à ce problème que de penser à basculer vers un cloud privé. Du coup, j'enchaîne ainsi aussi, mais par rapport justement à cette tendance, on en parlait de cloud privé. Est-ce qu'au Maroc, est-ce qu'on peut avoir un peu les entreprises, un peu quelle est leur appétence? Est-ce qu'ils vont plutôt vers cloud privé, cloud public? Et juste après, un peu les tendances telles que toi tu les vois peut-être qui viendront bientôt impacter le Maroc et du coup on doit être un peu en mode veille sur certains types de techno. Non, la bonne nouvelle en fait pour les 2 questions, c'est qu'on entend auprès de nos clients chez Inui tout ce qu'on entend auprès de nos partenaires technologiques ou ce qu'on peut entendre auprès de partenaires étrangers. On n'est pas en retard par rapport aux questions en tout cas. Après, dans le délai d'implémentation, on peut vouloir aller, en tout cas espérer aller plus vite dans l'avenir, mais en tout cas en termes des questions, on a les mêmes questions qui sont posées. Et donc pour la première qui est de quel cheminement, tout dépend de ce qu'on a dit tout à l'heure, de quel type de données, quelle est la taille de l'entreprise et quel est son historique par rapport également à ses habitudes d'investissement propre. Mais on observe plusieurs très grands comptes, plusieurs acteurs publics commencer d'abord par du cloud privé, avoir besoin de ressources de backup ou de disaster recovery et avoir recours donc à du cloud mutualisé pour cela. Et donc construire progressivement ce cloud hybride entre du cloud privé on-prem, du cloud privé hébergé chez un opérateur de data center comme Inui et des services qui tournent ou des workloads qui tournent, que ce soit pour le backup ou pour autre, qui tournent sur du cloud mutualisé. Donc ça, c'est un chemin que nous voyons souvent au Maroc. La deuxième, concernant les tendances, là encore, on retrouve peut-être avec cette hybridation un besoin de multi-cloud, enfin de gestion transparente de tout l'actif, qu'il soit on-prem, qu'il soit dans un cloud privé hébergé ou chez un hyperscaler ou en cloud souverain de Inui. On a souvent, de par les gestionnaires d'infrastructures, un besoin de voir un peu tous les assets sous avec les mêmes outillages et de pouvoir ainsi déployer les applications de manière transparente. Ça, c'est un besoin auquel aujourd'hui les partenaires technologiques adressent une forte attention parce que c'est le même besoin qu'on observe aussi ailleurs. Il y a un besoin aussi de portabilité. Effectivement, nous-mêmes, on est utilisateurs de différents types de cloud en tant qu'opérateur et nos clients également. On observe souvent sur la couche PaaS ou sur la couche vraiment du développement, des outils de développement, des accélérateurs de développement qui sont fournis par les fournisseurs cloud, notamment les hyperscalers, une forte captivité parce que c'est des choses qui habituent l'utilisateur et habituent les équipes techniques, comme disait Salim tout à l'heure. Et donc la réversibilité par rapport à ces habitudes-là, c'est une question majeure à laquelle il y a quelques réponses. Les containers, c'est une réponse parmi d'autres. Mais c'est un choix. C'est un choix, on va dire cette fois-ci, non pas business, mais c'est un choix opérationnel. Sacrifier peut-être tous les accélérateurs et les outils que peut apporter un cloud public et rester sur une logique de container, ou alors être plutôt adepte d'une ou 2 méthodes. Et donc là, ça devient un petit peu captif. Et puis, à la réversibilité, cette question elle est plus à la fois technique et juridique pour pouvoir réussir sa sortie.
peut-être pas définitive, mais en tout cas sortir d'un acteur et de changer d'acteur, de changer de provider cloud. Il y a un certain nombre d'outils, mais aussi un certain nombre de dispositions juridiques qu'il faut adopter et qui sont souvent discutées. Super. Si Omar a quelques compléments, ouais, tu peux. Ouais, si on est sur une architecture Kubernetes, conteneur et tout, et même bouger avec ça, c'est très difficile. C'est parce qu'on utilise des services directs et ça peut se faire en théorie, mais c'est très difficile. Il faut beaucoup de travail pour pouvoir changer. Si Omar a des compléments un peu sur ces tendances, telles que tu les vois. Je suis d'accord avec ce que disait Wassim. Après, d'un point de vue tendance générale, je dirais mondiale au niveau du cloud, aujourd'hui, il y a une logique de souveraineté qui est imposée. Une logique de souveraineté imposée, et ça revient à ce que disait Wassim tout à l'heure sur la logique de classification de la data, mais ça ne peut pas être aussi un frein. La souveraineté, oui. L'ensemble des hyperscalers aussi s'y intéressent et commencent à investir massivement à travers leur propre stack technique au niveau régional. Et puis, je pense qu'on ne peut que s'en réjouir en faisant le tour dans les stands ici de certains teams avec eux ou sont des partenaires aussi de ces hyperscalers pour avoir quelque chose de local et qui permet de sortir cette logique de souveraineté, de ne pas forcément avoir la data qui sort à l'étranger. Donc on est vraiment dans une logique de multi-cloud et ça c'est indéniable, c'est la tendance. Être en capacité d'avoir à la fois du public, du private, de l'hybride dans une architecture globale d'une entreprise. L'ensemble des outils aujourd'hui, la technologie a vachement évolué pour pouvoir faire de la communication entre les différents clouds possibles, ce qui permet de simplifier. Néanmoins, il faut avoir, encore une fois, on revient sur la logique vraiment de savoir qu'est-ce que je possède comme data et de quoi j'ai besoin. Après, on a toute la tendance autour du edge computing qui permet d'accélérer ou de mieux modéliser ou traiter tout le volume de données. On en parle depuis ce matin, la data est everywhere. C'est le centre de tout. Comment la capter, comment la travailler, comment la modéliser, comment je mets derrière des modèles prédictifs. Et ça, c'est vraiment une tendance, je dirais, mondiale. Et puis derrière, on a toute la logique de serverless qui permet de rentrer dans une logique beaucoup plus de réduction de coûts par rapport, on est vraiment dans le vrai usage, parce qu'on peut passer sur une logique de cloud en mode virtualisation, mais le serverless apporte encore une couche d'abstraction qui permet de vraiment utiliser uniquement les capacités, la bande passante et la partie telco, etc., avec uniquement au moment où j'ai besoin de cette capacité-là. Par contre, derrière, ça nécessite aussi une logique de gestion de compétences. On va rentrer dans des modèles un peu plus complexes qui revient à la logique de mon organisation tout à l'heure. Comment je développe en interne des compétences FinOps pour bien suivre qu'est-ce que m'apporte la logique de... Et là, je commence vraiment à être dans une logique d'optimisation de toute ma capacité cloud. Je viens vraiment réduire et surtout apporter de la valeur financière sur des logiques de gestion de coûts d'entreprise. Et ça, c'est important. Super, merci beaucoup. Selim, ça sera le dernier tour, ça sera le mot de la fin. Quel serait ton mot de la fin? Mon mot de fin? Ou mot avec S, hein, tu peux y aller. Je ne suis pas préparé pour ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Il faut juste avoir de la vision d'une manière collective ou d'une manière individuelle. Dans nos boîtes respectives. Si on est flux digital, on est tous là, on contribue tous au même objectif. Donc, d'avoir de la vision collective et aller de l'avant, je sais. Voilà. Bien. Si voici un petit mot de la fin. Je conclurai peut-être avec ce qu'on a dit au début. On est tous nourris de cette impatience de voir les choses s'accélérer. Je pense qu'effectivement, on a aujourd'hui les outils nécessaires pour accélérer. Et puis si on n'a pas, quand on aura les use cases, quand on aura réellement l'envie, quand on aura défini les finalités qu'il faut, on va en créer ces outils. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On clôture là-dessus aussi. J'ai envie de dire, il faut plus hésiter, il faut se lancer.
C'est la trajectoire, c'est l'avenir, et il ne faut plus être dans l'hésitation, il faut être dans l'action. Et aujourd'hui, c'est le temps de l'action. Super. Écoutez, pour ma part, je me suis essayé à une petite image. Je dirais que le cloud est clairement dans l'air du temps, mais il a besoin d'avoir du vent en poupe. Et ce vent, c'est qui? Ce vent, c'est l'OSIM, à travers cette session qu'on est en train de vivre ensemble. C'est vous, participants, que j'invite à venir challenger, nous tous, mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est les auditeurs qui vont être connectés sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à y aller, à challenger. Ce vent, c'est aussi nos représentants étatiques, auxquels je fais un grand appel aujourd'hui, pour tout simplement relier le digital à sa moitié, qui est le cloud. Et le mot de la fin qui reste de rigueur, bon, on a longtemps entendu les gestes barrières sanitaires, mais pour ceux qui n'ont pas encore compris, il n'y a jamais eu et il n'y aura pas de barrière à mettre pour le digital et pour le cloud. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation aux Assises de l'OSIM. Merci à vous encore une fois d'être là et je vous dis à la prochaine. Merci.